Joëlle Bouelic, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, nous allons parler de l'Union nationale du sport scolaire, Oui. une grande phrase qui est communément appelée l'UNSS. C'est exact. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous vous présentez? Oui, alors en ce qui me concerne, je suis la directrice départementale UNSS de Haute-Corse. Voilà, on a un directeur régional et départemental dans la Corse du Sud, M. Jacques Rémer, et moi je m'occupe de toute la partie de la Haute-Corse. Voilà. Alors on va faire un petit historique, si vous voulez bien. Qu'est-ce que l'UNSS? Alors, l'Union nationale du sport scolaire, c'est 3 heures d'activité sportive dans le cadre de l'enseignement des enseignants d'EPS dans leur établissement, qui débouche sur des activités sportives que l'on peut proposer sous forme de compétition. Est-ce que ces activités sportives pour les élèves sont obligatoires? Non, non. Là, c'est une inscription avec une licence. L'élève s'inscrit. Alors, il y a des créneaux d'entraînement, soit le mercredi après-midi, soit entre midi et 2. Et donc, les élèves, après, participent à des rencontres sportives qui partent du district jusqu'au championnat de France et même championnat du monde et d'Europe s'ils sont sélectionnés. Donc ça s'adresse aux collégiens, aux lycéens? Oui, tout à fait. Et on peut avoir une idée de la création? Alors la création, elle remonte à l'UNSS, parce qu'avant il y avait la SU, depuis 1978. Et donc notre ministre est le président de l'UNSS, le ministre de l'Éducation nationale, et le directeur national est M. Laurent Petrinca. Ça représente quand même sur toute la France plus d'1 70 000 licenciés actuellement. On peut dire que c'est dans la normalité des choses ou c'est quand même un bon quota de licenciés? Eh bien, on représente la 3e fédération d'associations sportives et de fédérations sportives de France, après le foot, le tennis, et donc on a l'UNSS. Donc c'est pas mal. Oui, c'est... Alors, vous avez un statut de loi 1901, c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout Alors, à fait. comment fonctionnez-vous? Alors, le principe du fonctionnement, c'est que chaque établissement scolaire a une association sportive dont le président est le principal ou le proviseur de l'établissement. Et ensuite, les professeurs d'EPS sont les animateurs de cette association sportive. Les élèves prennent une licence. Et grâce à cette licence, qui est d'une somme entre 10, 15 et 20 euros selon les établissements, au maximum 20 euros pour l'année. Pour l'année, hein. Et ils participent à toutes les activités sportives qu'ils souhaitent pendant l'année. Un élève peut participer à plusieurs activités? Oui. Oui, oui. C'est fréquent? Ou l'élève préfère privilégier on va dire, le sport dont qu'il aime le plus? Oui, en général, il s'engage un peu plus sur une activité qu'il aime pratiquer pour qu'il puisse aussi après aller le plus loin possible dans le championnat. Mais il peut éventuellement, entre midi et 2, faire une deuxième activité, puisqu'il y a certains élèves qui sont à la cantine et que ça leur permet d'avoir un moment de détente aussi entre midi et 2. Et ça, je veux dire, ces élèves qui font du sport entre midi et 2, on en retrouve beaucoup. Je veux dire, c'est pas trop... comment dirais-je? Ça va pas trop les fatiguer pour la reprise des cours plus après? Non, en général, ils assument bien ce type de petites rencontres. Bon, ce ne sont pas non plus des entraînements de très très haut niveau. Cela peut dépendre, hein, parce qu'il y a quand même des élèves... Après, il y a des acharnés aussi. Oui, puis il y a des élèves de club donc, qui participent aussi à ces championnats. Donc, ils ont déjà leur entraînement, et là, c'est un peu une cohésion collective avec les autres élèves de l'établissement. Alors, Joël, vous pouvez nous dire quels sont les objectifs de l'UNSS? Alors, les grands objectifs, d'abord, on a l'accessibilité. On l'a défini sous trois termes. L'air, AIR. Donc l'accessibilité, c'est que tous les élèves puissent accéder donc à toutes les activités. Il n'y a pas d'inégalité. Il n'y a aucune inégalité, au contraire, on cherche même certains élèves qui des fois ont quelques difficultés financières même pour prendre la licence.
on voit avec le foyer ou on voit avec, une fois que le contrat a été pris, de pouvoir quand même licencier ces élèves pour pas qu'il y ait d'impossibilité de participer à ces rencontres. Voilà. Ensuite, nous avons la responsabilisation, c'est-à-dire que de plus en plus, les jeunes licenciés sont responsabilisés à d'autres tâches également que la compétition. C'est-à-dire, dites-nous. C'est-à-dire, donc, ce sont des jeunes officiels que l'on forme. Alors, vous avez les jeunes arbitres pendant les rencontres. À quel âge on peut démarrer jeune arbitre? Depuis la 6e, c'est-à-dire dès qu'on est en Benjamin, on rentre en 6e, on peut commencer une formation. Il y a des formations qui sont mises en place en collaboration aussi avec des ligues, de manière qu'ils aient leur statut et valider leur formation en tant que jeunes arbitres. Alors, est-ce que ce sont les élèves qui ont cette volonté de devenir arbitre, ou ça va être le professeur de PS donc, qui va déceler, qui peut avoir la possibilité, parce que être arbitre, c'est quand même, c'est pas toujours le beau rôle aussi. Oui, mais on essaye de former tous les enfants, c'est-à-dire que aussi bien il est important qu'ils jouent, mais qu'ils connaissent aussi les règles, de manière à respecter également l'arbitre. Donc on essaye de faire une formation collective, et après, petit à petit, il y a certains élèves qui discernent la volonté d'être vraiment arbitre, et d'autant qu'aux championnats départementaux et d'académie, et aux championnats de France, l'équipe est obligée d'être accompagnée d'un jeune arbitre officiel. Donc il y a différents niveaux donc, de validation, et si une équipe est sélectionnée au championnat de France, il faut obligatoirement qu'il ait un niveau académique pour aller au championnat de France. Et le jeune arbitre qui aura la validation nationale dans les lycées aura des points aussi au bac grâce à cette validation. Ah, donc il y a une motivation aussi. Oui, une belle reconnaissance. C'est un petit peu la carotte là. Oui, mais en même temps c'est une reconnaissance aussi de l'investissement de l'élève. Et donc tout à l'heure je vous parlais des jeunes arbitres, mais également nous avons maintenant aussi des jeunes organisateurs qui viennent participer à l'organisation des championnats. Et comment ça se passe? Alors, on les met sur des tâches d'organisation, sur par exemple un parcours en tant que jury. On peut les mettre aussi dans l'organisation de la gestion de l'arrivée, pour donner aussi vraiment même l'organisation globale du championnat. Alors finalement, les scolaires peuvent se trouver à différents postes. Oui, et il y en a encore d'autres, parce qu'on a aussi les jeunes secouristes, on a les jeunes brigades vertes maintenant, et les jeunes reporters. Alors les brigades vertes, ce sont tous des élèves qui sensibilisent et informent les élèves sur tout ce qui est environnement, protection, et tout ce qui est aussi tri sélectif, gestion des déchets pendant les compétitions, voilà, donc de plus en plus, on entoure nos compétitions avec des thématiques de sensibilisation et d'information. Et ces jeunes sont formés dans l'établissement scolaire tout le long de l'année par des professeurs qui travaillent en pluridisciplinarité, qui peuvent faire des dossiers EPI là-dessus. Et ça débouche sur la manifestation sportive où les élèves viennent et s'investissent dans l'encadrement et dans l'animation de ce championnat. C'est-à-dire qu'on ne va plus jeter sa canette de boisson, sa bouteille en plastique ou son papier de goûter, quoi. Voilà, et n'importe où et n'importe comment, puisqu'on travaille aussi avec les communautés des communes qui mettent à disposition des poubelles de tri. Donc on les sensibilise aussi pendant les compétitions. C'est perçu comment ? C'est très bien perçu parce que lorsque une compétition n'est pas entourée par ce type d'animation, les élèves le font remarquer, les professeurs. Donc ça devient de plus en plus important et après... C'est presque anormal finalement qu'il n'y ait pas ce système en place. Tout à fait. Tout à fait. Et puis après, ça peut avoir une répercussion d'information et sensibilisation au sein même de l'établissement en plus. Ça vous est arrivé, vous, d'entendre ? Oui, là, nous avons chaque année, depuis 3 ans, un triathlon qui se fait en Balagne, donc sur la plage d'Algajol. Et il y a toute une dynamique du collège de Villerousse qui entoure cet événement par justement les jeunes secouristes, brigades vertes. Ils sont formés par leurs professeurs. Et lors de la compétition, c'est eux qui gèrent entièrement tous ces postes. On a aussi les jeunes reporters qui font le reportage du championnat pour qu'on puisse le mettre sur le site Facebook UNSS et qu'on fasse un peu de la communication aussi sur ces événements. Et en ce qui concerne les premiers secours, qui pratique ?
Alors, les premiers secours, c'est une formation obligatoire pour les élèves de 4e, enfin surtout de 3e dans les collèges. Donc ce sont des professeurs qui font cette formation-là au sein de l'établissement. Il n'y a pas des intervenants extérieurs? Alors là, pour par exemple le championnat de France que l'on va faire aussi de foot, il y a un intervenant médecin qui va venir pour parler spécifiquement des traumatologies qu'on peut rencontrer lors des championnats. Pour le secourisme sur le triathlon, il y a un atelier secours fait par des pompiers et donc tous les élèves aussi vont passer sur ces ateliers secours. Qu'est-ce qu'ils ont après? On leur délivre un petit diplôme ou... Oui, ils ont absolument une reconnaissance avec un diplôme de niveau départemental, académique et national. Certaine fierté, quoi. Oui, quand on a ce petit diplôme, exactement, on se sent plus fort. On se sent plus fort et puis on se rend compte que... à secourir aussi. Voilà, et on met en pratique. Parce qu'ils ont une formation, ils ont un diplôme, mais là, ils sont mis en situation pratique. Cette année, au championnat d'académie de cross-country, on a eu des jeunes secouristes qui étaient présents sur le parcours et qui sont intervenus au premier petit malaise, au premier petit bobo d'entorse avant que les pompiers interviennent s'il y avait une nécessité. Et c'était bien fait? C'était très bien fait. Très très bien fait. Ils ont été très fiers et puis bon, on les valorise aussi en fin de compétition en montrant leur rôle, l'importance. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément des sportifs qui sont là et ils sont contents de participer à l'encadrement. Alors sur le plan national, on va en revenir aussi chez nous en Corse, il y a énormément donc, de disciplines sportives. Oui, on va peut-être pas toutes les citer, mais quelles sont vraiment celles qui sont le plus pratiquées? Alors, au total, sur toute la France, il y a plus de 100 activités pratiquées. Celles qui sont les plus pratiquées, ce sont les sports collectifs en général, le cross-country aussi qui rassemble dans toute la France énormément de jeunes, puisque même nous sur l'Académie de Corse, on a plus de 1000 élèves qui participent au championnat. Sur le plan départemental, j'en avais 720, donc c'est déjà des belles performances. Et donc sur toute la France, le cross-country est très pratiqué. Après, vous avez des activités de type de pleine nature aussi, qui sont en plein essor actuellement. Et bon, des activités individuelles, que ce soit de l'athlétisme, du squash, il y a une multitude d'activités. Ouais. Voilà, puisqu'il y en a quand même 100 au total. Et chez nous, celle qui est le plus privilégiée, on va dire les trois, Alors, les plus privilégiés, c'est le cross-country en premier. Ensuite, vous avez le foot. Et il vient en second, le foot. Oui, quand même, il y a beaucoup de pratiques, que ce soit chez les benjamins, minimes, cadets juniors. Ensuite, la troisième, on pourrait situer en sport collectif le handball ou le volleyball. C'est surtout des sports collectifs. Mais le handball a pris quand même depuis quelques années un peu plus d'essor, non ? Sur la région, oui, mais pas en UNSS. Non. En UNSS, on a encore du mal à recruter des élèves et on fait tout un travail justement en se rapprochant des ligues et des clubs pour essayer d'impulser une dynamique aussi collective, de les motiver à venir à l'UNSS, ce qui permet aussi après de motiver d'autres camarades qui ne sont pas forcément en club à venir. Et à ce moment-là, l'UNSS devient un peu on va dire, la ressource pour les clubs par la suite. Et en pourcentage, chez nous en Corse, l'activité sportive est plus pratiquée par les garçons que par les filles ou vice-versa ? Oui, actuellement, les garçons sont en majorité, mais justement, une des priorités nationales et nous, départementales aussi, et académiques, c'est de développer les pratiques sportives féminines. Donc, on essaye de mettre en place des journées phares de manière à relancer un peu ces activités, inciter les jeunes filles à venir de plus en plus. Est-ce que vous savez pourquoi finalement, elles ont moins d'engouement que les garçons? Est-ce qu'on leur proposait exactement les activités qu'elles souhaitaient pratiquer aussi Donc après, il faut avoir des professeurs qui soient motivés pour entourer ces compétitions-là. Donc on essaye de relancer des activités telles que le STEP, des activités fitness, des activités pour essayer de motiver ces jeunes filles à venir aussi et à leur montrer qu'il y a une belle dynamique aussi dans ces pratiques. Alors, quelle est la différence entre l'UNSS et l'USEP, qui est l'Union sportive de l'enseignement du premier degré? Alors, on fonctionne à peu près de la même façon, puisque l'USEP aussi, il faut une association sportive dans le cadre du premier degré. C'est une obligation?
Oui, pour pouvoir s'inscrire dans le cadre des compétitions, il faut une obligation. Dans le primaire, ce n'est pas une obligation, hein. C'est l'établissement qui choisit de s'inscrire dans le cadre de l'USEP, alors que l'UNSS est obligatoire, par contre, au niveau du second degré. Et là, actuellement, nous avons une évolution à travers le cycle 3 qui s'appelle, donc c'est les CM1, CM2 et 6e. Nous sommes en train de mettre en place de plus en plus de rencontres sportives entre les CM1, CM2 et les 6e, entre USEP et UNSS. Voilà. Les rencontres se font entre différents établissements scolaires. Voilà, c'est ça. On regroupe un établissement du second degré et on prend les écoles du réseau et on fait rencontrer les élèves de CM2 sur des pratiques adaptées, bien sûr, à leur âge. Et il y a toute une rencontre. Et ce qui est agréable, c'est que ça montre le lien aussi entre le collège et le premier degré. Les élèves du CM2 sont un peu effrayés aussi hein, d'arriver en 6e. Et là, on va dire cette bascule. C'est pour ça que maintenant, on voit justement des rencontres sportives entre les élèves du CM2 et de la 6e. Oui, puis ça leur permet... C'est devenu une obligation maintenant au niveau des nouveaux programmes. Ils sont moins perdus. Ils sont moins perdus et puis il faut trouver des liens de manière à ce que les programmes aussi soient en liaison et que les élèves à la fin du CM2 arrivent à un niveau qu'on peut continuer dans toutes les disciplines, hein, bien sûr. Oui, parce qu'en primaire, ils sont un petit peu confinés dans l'établissement et puis après, on leur dit, ça y est, vous allez être les petits, mais... Après, vous serez les grands à la sortie quoi, de l'établissement du collège. Oui. Puis c'est surtout la grande différence, c'est qu'en premier degré, ils sont avec un professeur des écoles, donc ils ont c'est pas pareil. Il y a moins de rigueur. Et puis non, c'est surtout qu'ils arrivent, ils se retrouvent face à 8 à 10 professeurs différents, donc il faut s'adapter à chaque fois, il faut changer de salle, c'est un fonctionnement complètement différent, donc c'est normal qu'ils soient un petit peu paniqués quand ils arrivent en 6e. Alors, les activités, Joël, ont un coût. Comment sont-elles financées et à quoi servent vos dépenses? Alors, nos dépenses principales, ce sont les transports des établissements scolaires lorsqu'ils font des compétitions, plus toute l'organisation des différentes compétitions que l'on met en place tout au long de l'année. Alors les financements, nous avons un financement par l'UNSS national, bien sûr, en fonctionnement et en animation. Et ensuite, nous faisons des demandes de subventions auprès de la CTC, auprès du conseil départemental, auprès des communautés des communes. On essaye un petit peu de plus en plus parce que de nouvelles activités sont en train d'être mises en place, et ça a un coût. Et c'est vrai qu'on souhaiterait pouvoir développer toutes ces activités et les proposer à tous les élèves, parce qu'il y a certaines activités actuellement qu'on est en train de monopoliser plutôt sur une région qu'une autre, donc c'est un petit peu dommage. Et est-ce que les cotisations des licenciés viennent s'ajouter ou ça sert Alors, les cotisations, une partie, c'est pour la licence en elle-même, et après, justement, l'Union nationale du sport scolaire nous reverse une partie de ces licences sous forme de subventions d'animation et de fonctionnement. Vous, donc, la majeure partie de vos rentrées financières servent donc au transport? Oui, pratiquement au transport. Nous sommes une des rares académies où tous les transports sont payés au niveau des établissements scolaires. Dans les autres académies, les établissements scolaires, les associations sportives doivent trouver eux-mêmes des financements pour payer une partie de leur transport. C'est beaucoup plus dur, c'est pour ça qu'on essaye de maintenir cette dynamique. C'est spécifique à la Corse ? Oui, oui, c'est un choix qui a été fait et qui facilite, disons, la dynamique des associations sportives. Mais actuellement, c'est vrai qu'on se retrouve confronté aussi à d'autres problèmes de transport, c'est-à-dire d'envoyer tous nos jeunes licenciés qui ont été sélectionnés au championnat de France sur les championnats de France. Donc on est obligé de faire des choix et c'est un petit peu dommage. Donc, il y en a combien ? Au total, on a 24 activités, donc normalement chaque équipe qui a été sélectionnée au championnat de France devrait pouvoir partir. Mais actuellement, on ne peut, parce qu'on a des interacadémiques aussi à faire en amont. Donc ce sont des rencontres avec Aix-Marseille et Nice et la Corse, avant même d'aller au championnat de France pour les sports collectifs. Qui se déroulent ?
Alors qu'il peut se dérouler aussi bien en Corse que sur le continent. Mais, ça, c'est un avantage. Alors. Oui, ça peut être un avantage, mais bon, on aime bien aussi que nos élèves sortent de la Corse. Hein, ça leur fait. C'est plus valorisant aussi de dire je suis allé concourir quand même sur le continent. Oui, c'est valorisant, ça leur montre d'autres horizons, d'autres fonctionnements, d'autres rencontres aussi. D'autres villes aussi. C'est quand même des bons séjours pour eux, et puis ils reviennent avec des étoiles dans les yeux. Hein. Ouais. Alors surtout s'ils gagnent. Surtout s'ils gagnent. Quel lien avez-vous avec les associations, donc les associations sportives bien évidemment, des lycées et des collèges? On a un très bon contact, bien sûr, puisque bon, moi-même j'étais professeur de PS pendant 18 ans sur l'académie, donc enfin sur la Haute-Corse, donc je connais bien tous mes collègues. On essaye d'avoir une très belle dynamique collective, parce que de toute façon, tout ce qui est choix sur le plan départemental est fait par les enseignants. Des associations sportives. Je m'excuse. Oui. Vous intervenez comment avec eux pour travailler? Alors, on fait des réunions de manière en fin d'année pour faire des bilans de l'année, de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment on peut améliorer. Est-ce qu'une politique doit être mise en place, par exemple pour les lycées, parce que les lycées ont de plus en plus de difficultés à recruter des jeunes licenciés, parce qu'ils ont très peu de créneaux d'horaire d'entraînement. Par rapport aussi à leurs cours aussi. Et par rapport à leurs cours, il y a des fois des cours sont faits le mercredi après-midi. Donc on essaye de mettre une autre politique en place. Est-ce qu'on va aller vers de l'événementiel plutôt que de la compétition? Est-ce qu'on fait des rencontres de masse? Vous voyez, donc tout ça, c'est collectivement qu'on fait ces choix. Et ensuite, moi, Vous coordonnez? Je coordonne. J'ai 2 délégués de district sur la Haute-Corse qui m'aident, dont un qui s'occupe des sports collectifs et un des sports individuels. Et ensemble, nous mettons en place toute la planification des compétitions. Oui, bien sûr. Pour le délégué district sport collectif, c'est monsieur Louis Gradiani qui est au lycée de Île-Rousse. Et pour le délégué district sport individuel, c'est madame Turip qui est au collège de Bigoulia. Alors la finalité de vos activités sportives, hein, vous l'avez dit à maintes reprises, c'est la compétition. Il n'y a pas que ça aussi, parce que de plus en plus, nous ouvrons aussi des activités de masse et de découverte, parce qu'on s'ouvre aussi de plus en plus sur les sports handicap, pour les élèves qui sont porteurs de handicap. On organise aussi prochainement donc, ce fameux triathlon qui a une vue, on va dire, sportive, certes, puisque les élèves pratiquent le kayak, le VTT et la course à pied. Mais on associe des QCM sur les ateliers que l'on met en place sur des thématiques sécurité routière, secourisme, environnement. Et donc, c'est l'association des deux. Donc, on est sur un pôle sportif, mais aussi un pôle de réflexion, de découverte sur les activités en elles-mêmes. Et est-ce que les personnes, justement, qui ont un handicap pratiquent déjà le triathlon ? Alors, non, cette année, on n'a pas pu le mettre en place, malheureusement. On essaye de mettre en place une journée du sport partagé. Alors, le sport partagé, ce sont des élèves qui relèvent d'un handicap, qui sont associés avec un élève de collège ou de lycée et qui participent ensemble à une compétition. Et actuellement, sur le plan national, il y a un championnat de France de sport partagé. Alors, il y a plusieurs types, on disait, de compétitions. Quelles sont celles qui sont le plus demandées ? Je dirais, quelles sont celles quelle est l'activité sportive qui va être le plus souvent en compétition ? Il y en a qui n'ont pas trop d'amateurs, je dirais. Disons, toutes elles débouchent sur un domaine de compétition. Après, ce sont des journées ponctuelles qu'on fait, des journées de masse, des journées de rencontres, de découvertes. Mais toutes les pratiques, normalement, débouchent sur de la compétition à différents niveaux. Il y en a qui partent jusqu'au championnat de France, il y en a qui s'arrêtent aux académiques, d'autres au départemental, mais dans l'ensemble, elles débouchent quand même sur le domaine de la compétition. Et on les retrouve à quel mois de l'année, ces compétitions ? Tout au long de l'année, puisque le premier championnat de France est celui du cross-country qui est au mois de janvier. Et donc jusque fin juin, nous avons des rencontres, puisque nous-mêmes nous organisons un championnat de France de foot minime garçon sur la Haute-Corse du 29 mai au 1er juin. C'est pas mal. Hein ? Oui, c'est pas mal, parce que ça rassemble quand même
plus de 260 jeunes de toute la France donc, qui vont faire cette compétition pour décerner la première marche. C'est important quand même. Oui, c'est important. Alors Joël, ma dernière question, quelles sont les valeurs, outre les bienfaits qu'apporte le sport, quelles sont les valeurs qu'apporte la pratique du sport à un enfant? Oh, il y a de nombreuses valeurs. Il y a les valeurs de coopération, de partage, de respect, d'entraide, d'accepter l'autre et les règles du jeu, et d'accepter aussi la différence, de découvrir aussi tout ce qui est respect de l'environnement, puisque nous pratiquons quand même beaucoup aussi dans l'environnement. Donc ce sont des valeurs de la République, de la citoyenneté et puis de l'olympisme aussi. Hein. Donc on peut dire que ça regroupe énormément de valeurs sur ce pôle sportif. Donc vous conseillez bien évidemment aux enfants qui ne font pas encore, qui ne pratiquent pas un sport, de le faire. Oui, et puis de venir à l'UNSS. L'UNSS est assez mal connu, malheureusement aussi par les parents. Ils savent, bon, les professeurs de PS font de l'information, mais ils ont tellement d'informations dans un établissement scolaire. C'est quand même un sport qui a une licence à prix réduit. On peut aller jusqu'à un niveau quand même assez élevé. On peut faire de nombreuses rencontres tout au long de l'année. Et puis on partage plein de choses avec les copains, lors de transports, lors de pique-niques, lors de même de déplacements à l'extérieur. Donc oui, bien sûr que je les incite à venir venir s'inscrire à l'UNSS et participer à toutes ces compétitions. Eh bien, j'espère que cette émission aura servi à apporter des informations pour les personnes qui ne connaissaient pas, comme vous disiez, l'UNSS. Je vous remercie. Merci. Alors Joël, merci à vous d'être venu dans les studios, puisque vous arrivez de Bastia quand même. Oui. Et quant à moi, je vous dis merci de votre fidélité et à une prochaine fois.